Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Alors, bonjour Strasbourg, bonjour le monde entier, bonjour tout l'univers. C'est Eric au studio de RBS aujourd'hui. Pour l'émission de Strasbourg d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Alors, désolé pour ce retard, mais nous avions un tout petit problème technique, un problème informatique qui nous fait démarrer avec près de 20 minutes de retard. Du coup, nous avions déjà enregistré cette émission en avance. C'était une interview que nous avions fait de Roland Ries où il nous parlait de la façon dont il envisage lui aussi ce qu'il pense aussi lui-même des assises sur les étrangers que le Conseil des résidents étrangers avec Chantal Kudajar a lancé à Strasbourg. Du coup, nous allons vous diffuser les éléments de cette interview et je vais vous reprendre la parole à la fin de l'émission. Merci. Alors oui, effectivement, depuis sa réinstallation en 2019, les membres du Conseil des résidents étrangers sont inscrits sur plusieurs chantiers. Certains ont abouti, certains sont encore en chantier, d'ailleurs. Comme par exemple le groupe sur l'égalité homme-femme qui a écrit en français et a traduit aussi en plusieurs langues avec l'aide de la CIMAD, le guide qui accompagne les femmes migrantes victimes de violences, pour accompagner les femmes migrantes victimes de violences. Il y a déjà la version française qui a été imprimée, je crois que vous en avez ramené une. Et au fond de mon sac qui est assez surchargé. Il faut encore imprimer les traductions pour les mettre à disposition dans tous les lieux. Elles peuvent arriver pour poser des questions, pour se renseigner, pour s'orienter. Il y a aussi, parce que le CRE fonctionne en groupe commission, et du coup il y a plusieurs groupes commissions. Ça c'était le groupe égalité hommes-femmes. Sur le groupe des personnes âgées migrantes, on a monté le groupe des personnes âgées migrantes a provoqué un certain nombre de rencontres sur le terrain de personnes âgées de nationalité hors France. Ils sont dans un foyer, ils ont rencontré ils ont constaté un grand nombre de difficultés que ces personnes-là ont rencontrées, notamment sur le plan administratif, pour le suivi de leurs droits à la retraite, même l'impossibilité même de partir, de pouvoir rentrer chez eux pour retrouver la famille, pour revenir au pays natal, parce qu'il fallait qu'ils résident un certain nombre de jours en France pour pouvoir avoir la plénitude de leurs droits. Et puis encore pas mal d'autres problèmes, mais pour l'instant on reste à un état des lieux, qu'il n'y a pas encore de rédaction qui ont été faite. Il y a un groupe culture qui travaille aussi. Ouais. Il faut souligner que le groupe personnes âgées migrées est parti en fait du rapport de saisine que vous aviez fait au Conseil des résidents étrangers, donc pour travailler sur la problématique de l'isolement. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez fait des permanents dans les foyers. Et le groupe culture qui travaille avec beaucoup de partenaires, dont les musées alsaciens, donc le musée d'art moderne, a mis en place un projet d'ambassadeur en mesure de guider un certain nombre de touristes dans leur langue naturelle. En fait, il y avait plus de 8 langues en fait, qui ont été utilisées dans les musées pour aider les touristes à visiter. Et avec les journées du patrimoine, ils ont pu lire en public des contes des 5 continents. Il y a eu également cette présence de la nécropole de Strasbourg pour mettre en valeur des régiments, donc des tirailleurs africains qui sont venus à Strasbourg. Et un partenariat avec le TNS qui propose des fauteuils aux membres du CRE. Et il y a enfin un partenariat avec le musée alsacien où des membres du Conseil des résidents étrangers et d'autres personnes associées construisent une exposition sur des cultures du monde. Et ces dernières sont mises en dialogue avec les expositions du musée alsacien et la Babelstube, qui est une première dans les musées de France. Donc c'est un premier pas vers un avenir multiculturel qui se construit avec Madame Potechère, la conservatrice du musée. Et cette exposition sera inaugurée le 9 mai
Donc Madame Kutaja a prévu d'y aller. C'est l'exposition Babelstube, c'est ça? Oui, c'est ça, Babelstube, ouais, le 9 mai. Je pense que vous êtes également conviés. On a aussi la commission égalité urbaine où il y a une personne qui siège qui a un siège à titre consultatif au siège de Cusahabitat, mais qui permet aussi de défendre les droits des personnes étrangères. Et enfin, le dernier groupe, la commission communication, c'est-à-dire nous deux. Et on anime une émission hebdomadaire sur RBS tous les dimanches soirs de 17h à 18h. C'est la commission quoi ça Communication. On avait aussi en charge un journal, mais c'est vrai qu'à deux, avec les autres activités qu'on avait au CRE, on n'a pas pu suivre le travail. Voilà. Et puis bon, après l'activité ne s'arrête pas là, puisque depuis 20 octobre, nous avons lancé avec Madame Kutaja, on a lancé les assises sur la place de l'étranger dans la cité. Avec le maire aussi. Oui. Avec nous aussi, bien sûr. Il n'avait pas pu être là, mais tu avais fait un message, une vidéo. Voilà, la place de l'étranger dans la cité, puis là on va rentrer très prochainement, enfin déjà à partir de jeudi. Ouais, c'est jeudi. À partir de jeudi dans la phase des ateliers que nous allons animer. Voilà. Les ateliers des assises. Oui, les ateliers des assises. Donc du coup on a 4 thématiques, on avait prévu de poser un certain nombre de questions. C'est chaque thématique. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, alors peut-être d'abord que je réagisse à ce coup d'œil panoramique sur votre activité, ce bilan que vous faites. On voit qu'il y a une grande diversité de sujets de préoccupation, mais qui ont tous leur raison d'être, évidemment. Si je prends le groupe Égalité Femmes, ou la commission Égalité Femmes-Hommes, c'est un vaste sujet qui dépasse d'ailleurs la question des étrangers, qui est chez nous aussi encore un combat quand on regarde des différences salariales, à compétences égales, quand on regarde les violences faites aux femmes, quand on voit les problèmes sexuels, enfin, domination, etc., sans parler de la prostitution, tout ça, c'est chez nous et c'est dans les communautés étrangères qui viennent ici. Donc c'est un combat auquel je suis attaché et je vais régulièrement aux manifestations annuelles sur l'égalité homme-femme. Je crois d'ailleurs que vous y êtes également. Voilà. Il y a toujours beaucoup de monde, des femmes et des hommes. Sur les personnes âgées et l'isolement de certaines personnes âgées dans les communautés étrangères installées depuis souvent pas mal d'années chez nous, il y a une vraie difficulté. C'est vrai que l'accès aux droits, y compris à la retraite, est parfois difficile parce qu'on n'a pas les documents suffisants pour justifier les années de cotisation et des choses de ce genre. Donc il y a, me semble-t-il, aussi à développer l'aide, je dirais, administrative à ces personnes qui ont décidé de rester ici, et c'est leur droit, elles sont dans la légalité, en tout cas le plus souvent. Il y a aussi ceux et celles qui souhaitent retourner chez eux, dans leur pays d'origine. C'est tout aussi légitime. Il faut à ce moment-là faciliter ce retour. Je pense que ces personnes qui ont travaillé une partie de leur vie, et souvent, je pense aux Maghrébins, souvent depuis fort longtemps, ont droit aux égards et à la solidarité nationale. Il faut protéger leurs droits. Sur les questions culturelles, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, il y a beaucoup à faire, parce que pour moi, comme pour le Conseil de l'Europe en général, diversité certes, mais égalité. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de culture dominante ou de culture ou de sous-culture, il y a des cultures.
qui sont diversifiés, qui ont leur légitimité. Et moi, je pense que la richesse de cette diversité est un atout. Lorsqu'on a une ville multiculturelle comme Strasbourg, des gens qui viennent d'un petit peu partout en Europe et au-delà de l'Europe, il faut non seulement respecter les cultures, mais les valoriser dans ce qu'on pourrait appeler le melting pot strasbourgeois, si je devais reprendre une expression américaine, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus tout à fait d'actualité aux États-Unis. C'est un sujet que je ne vais pas aborder maintenant. Commission égalité urbaine, ça concerne effectivement tout le monde. Je ne savais pas que vous aviez un siège à Cus Habitant, ce qui est une bonne chose. Et puis pour la commission communication, j'étais venu à des émissions à RBS à une certaine époque. Donc, si on m'invite, mais maintenant c'est la radio qui vient à toi. C'est la radio qui vient à moi, tant mieux. C'est plus ça. Encore que le réseau tramway de Strasbourg est assez bien développé. Ben, ils sont bien là, ils sont place Clément. Oui, je sais. Mais après, on a préféré avoir un peu de matériel pour enregistrer, ça permettait aussi. On avait pas mal d'invités qui ne pouvaient pas venir le dimanche soir, qui ne pouvaient pas se libérer le dimanche soir. Donc du coup. Donc voilà, ça c'est pour dire je suis content que ce travail se perpétue et que vous soyez actifs dans ces différents domaines. La plupart d'entre eux sont des domaines où la bataille elle est locale, enfin, chez les autochtones si on veut, et elle est aussi internationale chez ceux qui viennent ici pour une période plus ou moins longue. Alors sur les assises des étrangers dans la cité, c'est toi qui as lancé ça, Chantal, donc tu peux en parler plus savamment que je ne saurais. C'est toi qui vas l'entendre. Moi, ils savent déjà tout. Oui, mais c'est vrai, mais ils m'ont pas beaucoup parlé. Non, mais ils vont Alors, si vous poser voulez, des questions, je crois. Là, c'est... De toute façon, on va commencer par un petit préliminaire qu'on a préparé. Alors, depuis le 20 octobre, nous avons débuté avec Mme Chantal Pitera dans le cadre des Semaines européennes de la démocratie locale des assises sur la place de l'étranger dans la cité. Et nous avons commencé depuis peu les ateliers thématiques pour lesquels nous appelons les Strasbourgeois et Strasbourgeois à participer. Et nous vous sollicitons et vous avons sollicité parce que nous connaissons l'intérêt que vous portez à ces questions. Et nous savons aussi que même si vous avez annoncé votre souhait de ne plus vous présenter à ce poste de maire, vous restez un citoyen de notre belle ville. Et ce qui nous permet de réfléchir avec vous à l'existant et aux perspectives d'avenir. Donc on va passer à la première question. Donc on a un premier atelier qui parle justement d'interculturalité ou de multiculturalité et de citoyenneté. Et on a une première question dans le cadre de cet atelier, c'est à votre avis, selon vous, comment nos cultures contribuent à la construction de la citoyenneté? Alors j'ai déjà un petit peu répondu à cette question. Je crois que lorsque on a l'histoire qui est la nôtre, les vicissitudes, c'est-à-dire les hauts et les bas de cette histoire, il y a quand même eu des périodes de grande floraison de Strasbourg, notamment à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, où Strasbourg a été un foyer important du protestantisme. Et cela a été aussi une ville d'accueil. Calvin, par exemple, le grand réformateur, est venu se réfugier ici à Strasbourg, parce qu'il était persécuté ailleurs. Notre tradition, je dirais, de ville d'accueil date de cette époque. Au moins, Strasbourg a accueilli des dissidents, donc des migrants, d'une certaine manière, qui fuyaient la répression dans leur région, dans leur pays. C'était le cas de Calvin et de beaucoup d'autres. On a d'ailleurs, de ce point de vue-là, une proximité avec la ville de Kérouan, en Tunisie, avec laquelle on est en partenariat, et elle aussi a été une ville refuge, notamment pour les dissidents de l'islam
avec l'islam est multiple, et que là aussi, il y a eu des périodes difficiles où les gens ont eu besoin de se réfugier dans des villes accueillantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rejoint le réseau des villes accueillantes récemment, parce que je tiens beaucoup au maintien de cette tradition-là. Donc je crois que l'interculturalité, donc le respect des différentes cultures, j'allais presque dire leur fécondation réciproque, en quelque sorte, me paraissent être des bases pour une attitude de respect de l'opinion différente. Et en ce sens, c'est quelque part une base de la démocratie. La démocratie, c'est d'abord le respect des opinions. Si je mets à part les opinions radicales ou les appels au meurtre ou à l'intolérance ou à la haine, ça tombe sous le coup de la loi. En principe, vous avez le droit d'avoir dans la loi française les opinions que vous choisissez, ou la religion que vous choisissez, ou la non-religion qui sont choisies librement par vous. Évidemment, les appels à la haine et au refus de l'autre tombent sous le coup de la loi. Donc, avoir ces différentes cultures, je dirais, juxtaposées, mais qui dialoguent aussi entre elles, est un bon moyen de développer le respect de l'autre. Et parfois, l'enrichissement personnel au contact de l'autre. Celui qui a une opinion différente de la mienne ne me menace pas dans mon identité. Je peux trouver des choses intéressantes, je peux ne pas être d'accord avec telle ou telle forme culturelle, c'est mon droit. Moi, je suis très ouvert à la différence, c'est même ce que je recherche, parce que je trouve que c'est un plus et non pas un moins pour moi. Et d'après vous, quelles sont les nouvelles formes, les nouveaux modes de la citoyenneté qui sont en germe aujourd'hui et qui peuvent se développer ou qui vont se développer à l'avenir? Vous pensez par exemple par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à la question de la multiculturalité aussi, les questions de participation citoyenne aussi, de mettre plus le citoyen encore de la décision ou du débat? Alors, deux réponses à votre question. La première, qui est commune aux citoyens d'origine étrangère ou aux citoyens étrangers et aux nationaux. Aujourd'hui, les citoyens ne veulent pas se contenter dans leur vie citoyenne d'un rendez-vous tous les 5 ans ou 6 ans dans le cadre des élections où ils mettent un bulletin dans l'urne pour ceci ou pour telle liste ou telle autre liste, ou bien dans le cadre d'un référendum pour ou contre tel ou tel projet. Ça se constate, c'est probablement lié au fait que dans nos écoles aujourd'hui on essaye de former des citoyens, donc ils sont intéressés par la vie de la cité, puis ça les concerne très directement dans la vie quotidienne. Mais il y a aussi une évolution des modes de consultation, et Chantal Cutajar pourrait en parler plus avant moi, puisque c'est elle qui est en responsabilité sur la citoyenneté, la démocratie locale, etc. On n'est plus forcément obligé d'avoir les réunions classiques où, ma foi, viennent quand même souvent les mêmes personnes. Beaucoup de gens ne veulent pas ou craignent d'aller dans ces réunions parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir parler correctement, de pas avoir le courage de le faire, ou d'être critiqués peut-être par les uns ou par les autres. Et donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est comme ça qu'on les appelait, maintenant on va dire le numérique, permet d'autres formes. Et d'ailleurs même
des votes électroniques, qui deviennent possibles aussi. Donc je crois qu'il ne faut pas abandonner les formes les plus classiques, mais il ne faut pas non plus les sacraliser comme s'il fallait obligatoirement passer par là. Je pense qu'il faut être ouvert à l'innovation et aux nouveaux modes d'expression qui ont leurs avantages et aussi leurs inconvénients. Les fake news aujourd'hui circulent à la vitesse de la lumière, si je puis dire, à travers les réseaux électroniques. Aujourd'hui même, 1er avril, je découvre que je suis censé avoir fait une alerte en direction de mes concitoyens. Je pense que c'est une blague de 1er avril entre nous, soit dit, surtout aussi est une fake news, où je leur dis eh bien, attention, ne buvez plus l'eau du robinet parce qu'il y a eu une alerte chimique, etc. Jusqu'au 4 avril, ne buvez plus. Si les gens ne peuvent plus boire l'eau du robinet jusqu'au 4 avril, ça va poser quelques problèmes. Et c'est grave, évidemment, c'est grave, hein, et signé par moi. Enfin, signé par. On a mis mon nom en dessous. Et on a diffusé sur les réseaux sociaux. Donc il y a des citoyens qui maintenant s'adressent à moi et me disent mais c'est vrai ou. Alors on a fait encore. On a communiqué là-dessus, communiqué prêt, que c'est du pipeau, quoi. Mais, donc, il y a aussi ces dangers-là hein, pour demain. Et on voit bien comment tout ça est parfois manipulé. Je ne sais pas si les Russes sont vraiment intervenus dans l'élection américaine, apparemment non, ou pas assez, pas trop. Enfin, je me dis souvent que, vous savez que les nazis étaient très en pointe sur tout ce qui était la propagande, qui est une forme de manipulation. Et je me dis parfois, s'ils avaient eu à disposition les techniques d'aujourd'hui de manipulation des foules, je ne sais pas, la face du monde aurait peut-être été changée. Au fond, c'était des artisans, mais redoutables. Hein. À un moment donné, ils avaient réussi à convaincre les 9/10 du peuple allemand, à travers les discours de Hitler, à la radio ou ailleurs. Mais aujourd'hui, on a des manipulations beaucoup plus sophistiquées. On ne s'en rend même pas vraiment compte. Entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle, quelle est la différence si vous n'avez pas la possibilité de vérifier? Et donc, je pense qu'il y a là aussi, dans ces nouvelles technologies, des dangers, des règles à établir et à faire respecter pour que ne circule pas n'importe quoi. Voilà, j'étais un peu long, pardon, dans ma réponse. C'est bien. Alors, du coup, on va passer à la seconde thématique, donc, qui parle de la définition et de l'évolution du Conseil des résidents étrangers. Alors, comment avez-vous perçu le rôle et l'action du Conseil des résidents à Strasbourg? Et quel conseil donneriez-vous à un maire qui voudrait faire exister une telle instance? Bon, je n'ai pas de conseil à donner à un maire. J'ai juste mon expérience, mais qui est assez ancienne quand même. Enfin, je veux dire, qui s'est déroulée sur de longues années. Donc, je pense que je peux réfléchir à tout ça. Et d'abord, la première chose à dire et à répéter, c'est que le Conseil des résidents étrangers a son utilité. C'est bien que des étrangers puissent, je dirais, dialoguer entre eux sur les difficultés qu'ils rencontrent, de ne pas être isolés, donc de constituer un groupe, un lobby aussi en direction des pouvoirs publics pour dire on existe, on est sur votre territoire, on y est venu dans telle circonstance, dans telle autre circonstance, par choix. Nous avons des droits et des devoirs, voilà, comme n'importe quel citoyen. Donc je crois que cette bataille, il faut continuer à la mener, et j'espère, je le dis ici, qu'on arrivera un jour, mais un jour bientôt, à donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Ça existe pour les membres de l'Union européenne, ça n'existe pas au-delà. Et je l'ai dit, et je le répète ici,
lorsqu'on est citoyen étranger ou d'origine étrangère et qu'on est dans la vie de la cité et qu'on paye ses impôts, par exemple, eh bien, on a un droit de regard sur l'utilisation de ces impôts. C'est aussi simple que ça pour moi. Donc, à partir de là, je suis favorable au droit de vote pour les étrangers, d'où qu'ils viennent. Alors, d'après votre expérience, comment imaginez-vous le CEE dans le futur et comment le pérenniser malgré les aléas du calendrier politique? Bon, je vois que vous faites allusion à des choses précises. Effectivement, en 2001, dans une alternance électorale, il y a eu suppression du Conseil des résidents étrangers. Je pense que c'était une erreur. Quel que soit le résultat des prochaines élections dans un an, je souhaite effectivement que le point de non-retour puisse être atteint. C'est-à-dire que, quelles que soient les nouvelles équipes et le nouveau maire qui pourrait venir à ce moment-là, je souhaite que l'acquis que vous représentez, parce que le travail que vous avez fait, qui profite aux résidents étrangers, mais qui profite aussi globalement à la cité, puisque vous travaillez à l'intégration la plus forte possible de ces étrangers dans la ville de Strasbourg. Être citoyen de nationalité étrangère, soit par choix, soit parce que les conditions ne sont pas réunies pour prendre la nationalité française, ça ne doit pas empêcher d'avoir des droits et des devoirs. Je mets toujours les deux ensemble, parce que je pense que ça va ensemble. Avoir des droits, ça signifie aussi avoir des devoirs et inversement. Voilà, on a un autre atelier qui travaille pour un tiers-lieu transversal, une maison des citoyennes et citoyennes. Donc, une première question déjà dans le cadre de cet atelier, c'est pensez-vous que la création d'un espace qui en a même lieu fasse la promotion de la citoyenneté et de l'ouverture interculturelle sont pertinents à Strasbourg et pour toute la ville? La réponse est oui, bien sûr. On appelle ça des fois des tiers-lieux, enfin des lieux de rencontre, de dialogue, c'est nécessaire. Alors, il y a un lieu qui est la maison des associations, mais qui est très généraliste, qui n'est pas spécialisé là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait qu'on y arrive. C'est une ancienne revendication, là aussi, qui n'a pas vu le jour aujourd'hui. Je pense que c'est un peu trop tard dans ce mandat pour le faire, mais je crois que c'est justifié. Et il faut que dans ce lieu, il y ait de la diversité d'activités et de la diversité de participants. Le dialogue entre les communautés étrangères qui existent peu ou prou à Strasbourg, certaines sont nombreuses, d'autres sont beaucoup moins, c'est bon aussi que ces communautés dialoguent avec des associations de strasbourgeois d'origine ou de souche pour, je dirais, créer les osmoses nécessaires. Je suis très réservé sur les compartiments urbains dans tous les domaines. Une ville, c'est un ensemble. Et donc, cet ensemble, il faut qu'il dialogue. Et on peut avancer en parlant et en acceptant, comme je le disais, des opinions différentes. C'est ça qui permet d'avancer. D'ailleurs, entre nous soit dit, si tout le monde était toujours d'accord sur tout, il n'y aurait même plus de dialogue possible. Ça n'aurait aucun intérêt. Le dialogue, il y a aussi des opinions différentes. C'est là qu'on peut faire, à la fin, des synthèses. Si tout le monde était d'accord, ce serait du bavardage. Si on veut, on peut dire ça comme ça. Du coup, comment est-ce que vous voyez l'articulation, souhaitée dans les travaux de cet atelier, entre les principaux rôles proposés pour ce projet, à savoir un rôle d'accueil général, un rôle de bienvenue de manière générale, un rôle d'orientation d'information,
un premier service et un rôle d'espace de débat et de fabrication de citoyenneté démocratique. C'est un peu les choses qu'on avait déjà imaginées en réfléchissant sur cette question du tiers-lieu. Alors, bon, là vous avez donc déjà, disons, une ébauche de projet avec les différentes fonctions qu'aurait ce tiers-lieu. Bien sûr, la première, c'est l'accueil, c'est que les gens puissent se rencontrer, parler entre eux, parler avec d'autres gens, peut-être établis depuis plus longtemps à Strasbourg, qui parlent alsacien par exemple aussi, pourquoi pas, ça fait jamais de mal de promouvoir un peu l'alsacien. Même moi, j'aurais besoin de quelques coups de ce point de vue-là, parce que je suis né à un moment où il était chic de parler français. C'était la formule qui était utilisée, parce qu'on avait été occupé par les Allemands pendant 5 ans, et qu'eux avaient fait une guerre aux Français, donc il fallait rétablir le français. Voilà, c'est ça l'histoire aussi. Et c'était encore pire en 1918, où l'Alsace avait été allemande depuis 1870, c'est-à-dire en toute une génération. Mes grands-parents ne sont jamais allés à l'école française, ils ne parlent pas le français d'ailleurs. Donc tout ça, c'est une forme d'accueil et de facilitation du dialogue et de la mixité, au fond. Sur l'orientation, information, je pense que ça s'adresse notamment aux nouveaux venus, ceux qui arrivent et qui ne connaissent peut-être pas la culture française, ne connaissent pas l'administration française, qui ont peut-être des enfants qu'il faut inscrire dans les écoles. Enfin, là, il y a un vrai travail qui pourrait se faire dans ce cadre-là, qui est fait aujourd'hui par des associations, mais s'il y avait un lieu pour les étrangers, ce serait évidemment plus facile. Sur les services, ça pourrait être des services de toutes sortes, concernant la vie quotidienne, comment on accède au transport public, des choses de ce genre qui nous paraissent évidentes à nous, mais qui ne sont pas forcément évidentes pour des gens qui maîtrisent mal la langue. Et puis la citoyenneté, la démocratie, on en a déjà parlé, expliquer comment fonctionne. Je crois quand même pouvoir le dire, une démocratie assez avancée, comme c'est le cas chez nous, pas forcément la même chose partout dans le monde, et qu'on puisse donner la parole et dire que les citoyens sont au centre de la démocratie et que leur parole est nécessaire pour éclairer, y compris les décideurs. Alors, le 4e atelier, c'est sur le rôle de la femme migrante dans la cité. Et la première question serait de savoir, selon vous, quel est le rôle de la femme migrante dans la fabrique de la citoyenneté? Alors, je sais que dans les étrangers qui viennent, il y a parfois des grandes disparités au niveau culturel entre les hommes et les femmes. Parce que tout simplement, dans un certain nombre de pays, l'éducation des filles, parfois aussi des garçons, mais des filles, paraît moins importante que l'éducation des garçons. Et donc, je crois qu'on a un travail à faire sur ce qu'on appelait tout à l'heure l'égalité homme-femme, y compris dans l'éducation, parce que pour être en capacité de participer à la vie de la cité, aux consultations, aux concertations qui peuvent exister, il est indispensable de savoir de quoi on parle. Et donc d'avoir une éducation qui permet de contribuer à la construction de l'avenir. Si on n'est pas formé, ce n'est pas la formation de base, c'est plus difficile. Moi, je fais de l'éducation à la citoyenneté dans les écoles, et ça me fait très plaisir de le faire. Parce que, alors là, on a la diversité, des enfants de toutes sortes, mais
c'est mon rôle d'ancien enseignant qui me fait, met en capacité de me mettre à la portée des jeunes. On ne peut pas leur parler quand ils ont 7 ou 8 ans, comme quand ils ont 15 ans, quand ils ont 20 ans ou davantage. Donc se mettre à la portée et évidemment faire de l'instruction civique, c'est comme ça qu'on l'appelait, alors aujourd'hui on l'appelle un peu différemment, l'éducation civique. Qu'est-ce que c'est une ville? Qu'est-ce que c'est un citoyen? Qu'est-ce qu'un citoyen peut apporter à une ville? Qu'est-ce qu'une ville peut apporter à un citoyen? C'est des réflexions de ce genre, de base peut-être, et c'est à partir de là aussi qu'on construit son intelligence démocratique. Alors la deuxième, c'est de savoir ce qu'une ville comme Strasbourg peut offrir à une femme migrante concernant l'accès à ses droits et l'égalité et in fine à son émancipation. Alors là, on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pour l'accueil dans un lieu. C'est vrai que les femmes sont peut-être, lorsqu'elles viennent de certains pays, étroitement dépendantes de leur mari, ou de leur frère, ou que sais-je. Donc il faut aussi que les femmes, et les jeunes femmes en particulier, puissent avoir une forme d'autonomie. Et l'autonomie, ça passe par l'information. Avoir l'information sur leurs droits et leurs devoirs. J'en ai toujours à ça. Et ça, ça pourrait être le rôle effectivement de ce tiers-lieu dont je parlais tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il reste encore quelque chose que vous voudriez nous dire? Vous m'avez l'air très sympathique. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, je trouve que vous faites du bon travail et vous êtes motivé pour le faire. Enfin, je vous ai rencontré dans les séances de concertation. Vous étiez aussi dans ces séances-là? Bon, je trouvais que Chantal a fait un bon travail d'expression des citoyens sur des sujets auxquels ils n'étaient pas forcément préparés au départ. Et donc, c'est ça aussi, relever le niveau du dialogue démocratique, mais qui passe quand même toujours à la base par le respect de l'opinion différente. Je tiens beaucoup à ça. Personne n'a la vérité révélée, ou alors c'est du dogmatisme, et le dogmatisme, c'est jamais très bon. Dire que ça c'est la vérité et il n'y en a pas d'autre, c'était au Moyen-Âge peut-être qu'on avait cette philosophie dogmatique. On disait Aristote a dit. Voilà, Aristoteles dixit. Je ne sais pas parce qu'Aristote l'a dit que c'est nécessairement vrai, et on a peut-être évolué depuis Aristote dans l'Antiquité, on a fait des progrès. Et le dogmatisme, c'est ça, c'est-à-dire d'être figé sur des vérités, des soi-disant vérités définitives. Il n'y a rien de définitif dans l'humanité, il y a des progrès, tant mieux, heureusement, parfois des régressions. Alors essayons de privilégier plutôt les progrès. Voilà. Il y avait juste aussi un truc qu'on voulait vous dire, parce que quand on a fait la petite réunion pour préparer un peu cette rencontre, il y a quelque chose qui a quand même fait consensus, c'est qu'on voulait quand même aussi vous remercier d'avoir permis au CAO d'exister quand vous avez repris vos fonctions. Et quand on fait le bilan, même s'il y a des moments qui n'étaient pas toujours faciles, mais quand on fait le bilan de ce qui a été fait, ça a quand même été possible parce que vous avez voulu que ça existe. Donc, merci. Je suis très heureux de l'avoir relancé. Et comme vous dites, j'espère que le point de non-retour aura été atteint. Voilà. J'en suis convaincu. Avec les assises. Oui, je crois. De retour dans les studios de Strasbourg et d'ailleurs, et nous allons donner la parole à Tata Marianne qui a de petites informations à vous diffuser. Oui, Tata Marianne revient avec le printemps et avec des questions, plein de questions sur la citoyenneté, des échanges qui maintenant se structurent dans les ateliers du Conseil des résidents étrangers dont vous avez entendu parler lors de l'interview de Roland Ries tout de suite, juste avant. Et pour en savoir plus, allez sur participer.strasbourg.ue.
Tata Marianne et tous les autres participants vous accueillent pour un nouvel alphabet de la citoyenneté, comme disaient François Galichet et Bernard de France, des philosophes. Et je vais en profiter pour rappeler les rendez-vous prochains. La date du 2 mai où il y a l'atelier justement Maison de la citoyenneté, atelier de l'interculturalité. Bref, un tiers-lieu transversal, accueil, service, première orientation, espace de débat et de rencontre. Plus proche de nous, le Café Grain de Sel et des citoyennes de la Tour du Schlossel à Königshofen, parce qu'on est citoyen aussi bien au local qu'au global. Prochain rendez-vous donc à la Tour du Schlossel, mardi 16 avril à partir de 17h sur le sujet. C'est quoi pour nous, pour vous, être citoyenne et défendre la nature aujourd'hui. Voilà. Et puis, le 28 avril, dimanche, au Village des Utopies, organisé avec la fête du PNU par le Centre socioculturel de la Montagne Verte, une animation également du Café des citoyennes. On y parlera nature, textile et citoyenneté.